Il y a 10 000 ans, 99% de la biomasse était constituée d'animaux sauvages et les humains représentaient de l'ordre de 1%. Aujourd'hui, les animaux sauvages, parmi les mammifères terrestres, ne représentent plus que 1 à 5% selon les études. Des arbres très anciens aux formes extraordinaires. On a instauré une zone Natura 2000 interdisant les pratiques locales de pâture, d'émondage des arbres. Alors ça a entraîné une dégradation, un vieillissement rapide de ces arbres, contrairement à ce qu'on espérait. On arrive de Saint-Sénéry, qui est un de mes lieux fétiches et un lieu important pour la Mayenne, puisque c'est à partir de là que nos ancêtres ont été évangélisés, parce que Charles Stepanov s'intéresse présentement, ce sera sans doute l'objet d'un livre futur, à notre folklore, et en particulier aux sources de guérison, aux sources guérisseuses. C'est particulièrement intéressant parce que j'imagine, pour faire une petite présentation rapide du parcours de Charles Stepanov, il a fait Normal Sup, puis l'école pratique des hautes études, puis l'école des hautes études en sciences sociales, où il enseigne, il dirige des thèses et qui font de l'anthropologie au sens très large, dont en particulier, ça, ce qui concerne notre contrée et Saint-Sénéry, ce qu'il y a d'universel dans notre patrimoine et notre folklore qui a été extrêmement négligé, peu étudié, méprisé, vilipendé et foulé aux pieds par des générations d'académiques, d'universitaires, les pouvoirs en général, et émerge actuellement, après un grand intérêt pour les pays exotiques, pour ce qui concerne l'ethnologie et l'étude des coutumes, mœurs et coutumes, une nouvelle génération, on espère, même si c'était un peu tard, de chercheurs en anthropologie, en ethnologie, qui s'intéressent à notre patrimoine culturel immatériel. Alors, les premières enquêtes de Charles Stepanov ont porté sur le chamanisme à Touva, en Sibérie méridionale. Il a étudié les ressorts cognitifs et relationnels de l'autorité et des pouvoirs d'individus hors du commun, les chamans. Ces travaux se sont ensuite étendus au rapport à l'environnement à travers la chasse et l'élevage chez les populations de la taïga. Et à partir de ces enquêtes, Charles Stepanov a étudie les multiples façons dont les humains établissent des liens et se communiquent avec des êtres non humains, des divinités, des esprits, des plantes ou des animaux. Ces derniers travaux portent sur la transformation des régimes d'imagination et des rapports aux non-humains à travers l'évolution de longue durée des sociétés. Ils s'inscrivent dans des collaborations multidisciplinaires, pluridisciplinaires, internationales, et ces recherches s'inspirent de travaux récents menés en sciences cognitives, préhistoire et biologie. Alors moi, j'ai découvert Charles Stepanov à cause de ses travaux sur le chamanisme. J'ai lu pas mal de choses. Alors, je ne suis pas ethnologue ni anthropologue, mais je m'intéresse beaucoup à ces domaines et j'ai lu pas mal de choses sur le chamanisme. Et je dois dire que les travaux de Charles Stepanov me sont apparus comme complètement révolutionnaires, novateurs, comme si un nouveau continent s'ouvrait. Pour des raisons historiques. Il ne va pas vous parler du chamanisme maintenant, mais son étude sur le chamanisme l'a amené à ce à quoi, peut-être qu'il en parlera d'ailleurs. En tout cas, l'ont amené à ce qui fait l'objet de ses recherches actuellement. Et pour ses travaux, donc en particulier, c'est converser avec l'invisible. Voyager dans l'invisible. Je confonds toujours. Pour voyager dans l'invisible, Charles Stepanov a pu
accéder à des documents qui avaient été pas pris en compte parce qu'ils étaient en russe la plupart du temps, qu'à un certain point, à peu près 1919, 1920, il n'y a plus de communication, puis après avec la guerre froide, etc., il n'y a plus de communication entre les chercheurs d'ex-Union soviétique, donc qui est le terrain du chamanisme, et les chercheurs d'Amérique du Nord, d'Occident. Alors qu'il y a des rapports que Charles Stepanov a établis, démontrés, documentés entre les cultures d'Amérique du Nord et de l'Eurasie. Tout ça ouvre des perspectives de continuité entre toutes les cultures, en fait, avec bien des diversités, et même nos cultures ici, indigènes, de l'Europe occidentale, de la France, de la Mayenne, de la Bretagne. Bon. Et donc, grand intérêt pour moi de ce travail de M. Stepanov, à qui je vais passer la parole. Eh bien, merci beaucoup pour cette généreuse présentation de mon travail, cher Pierre, qui m'a fait l'honneur de m'introduire dans ma démarche de pèlerin auprès de Saint-Cénéré, m'a guidé au pied du Saint et à la fontaine. Alors, merci beaucoup pour cette invitation, Raphaël, et je suis ravi d'être parmi vous et de pouvoir discuter. Je vais vous faire un exposé. On a prévu 1 heure, c'est ça? Et ensuite, eh bien, je vous écouterai, on pourra discuter. Je vous présenterai donc des travaux récents autour de mon livre « Attachement », enquête sur nos liens au-delà de l'humain. Et je crois qu'il y a des exemplaires derrière, il m'a semblé. Donc si ça vous intéresse plus en détail, voilà, il y aura aussi le livre. Attachement, nos liens, c'est de l'anthropologie, de l'écologie humaine, de l'ethnoécologie, l'étude des humains dans leur rapport au monde sous différents plans. Sur le plan matériel, métabolique, nous ne sommes pas des anges. Nous avons des corps qui ont besoin de se nourrir, de se chauffer, de se vêtir, comment tout ça fonctionne. Et nous sommes aussi des êtres qui ont des capacités à nouer des liens affectifs, à nouer des liens de parenté même au-delà de notre espèce. C'est tout à fait exceptionnel. Donc voilà, on va aborder ces questions-là par les voies de recherche scientifique en ethnographie, anthropologie et écologie humaine, qui consiste à prendre en compte les écosystèmes de la façon la plus complète possible en incluant la présence de l'humain. Alors, première question, puisqu'on va décliner cette enquête à travers plusieurs questions. Quel est le plus grand prédateur de la Terre? Voici différents prédateurs. On pense souvent, évidemment, à des prédateurs terrestres ou marins comme le lion, le loup, le jaguar, l'alligator, le requin. Mais est-ce que c'est vraiment eux, les plus grands prédateurs de la Terre? Voilà, le plus grand prédateur de la Terre. Il a 2 pattes, comme vous dites. Et alors, il est assez différent des autres. D'abord, il est beaucoup plus redoutable, contrairement à ce qu'on pourrait croire en le regardant. Il a l'air sympathique. Non, il est très redoutable, puisque Homo sapiens prédate 15 000 espèces actuellement sur la planète, beaucoup plus que ce qui pourrait être attendu d'un mammifère prédateur de cette taille, beaucoup plus que les lions ou les requins. Et d'un autre côté, donc c'est le super prédateur de la Terre, hein, c'est sûr. Et pourtant, quand on le regarde comme ça, hein, d'un œil de zoologue, eh bien, il n'a pas vraiment les qualités anatomiques qu'on voit chez les autres prédateurs. Vous voyez, niveau dentition, c'est très faible, pas de belles canines.
Au niveau des griffes, c'est lamentable, des petits ongles. On sait que niveau course, c'est pas terrible, il y a de l'endurance, mais en vitesse, ça va pas très vite. Et niveau olfactif, c'est très important, niveau sensoriel pour un prédateur. Là, on est vraiment sous-équipé par rapport aux chiens, par exemple, des milliers de terminaisons nerveuses en moins que les chiens. Donc un prédateur assez paradoxal, qui ressemble plutôt à une espèce de grosse grenouille qu'à un prédateur, au niveau anatomique et sensoriel. Et pourtant un prédateur très efficace, sur le plan de l'espace qu'il a pris, et en termes de démographie, vous voyez ici une représentation de la part de la biomasse des mammifères terrestres. Il y a 10 000 ans, 99% de la biomasse était constituée d'animaux sauvages et les humains représentaient de l'ordre de 1%. Aujourd'hui, les animaux sauvages, parmi les mammifères terrestres, ne représentent plus que 1 à 5% selon les études. Les humains, 32% en biomasse, et puis les compagnons des humains, qui représentent désormais la partie la plus importante de la biomasse, les animaux d'élevage. On a des proportions également chez les oiseaux, de l'ordre de la moitié ou les 3/4 des oiseaux. Aujourd'hui, sur notre planète, ce sont des poulets de batterie, des pintades, etc. Donc il y a eu, vous voyez, une conquête terrible de la biosphère par les humains, sachant que ces animaux d'élevage, ce sont nos proies, hein, d'un point de vue écologique. On est les prédateurs de nos veaux, vaches, cochons et poulets. Simplement, on a cette particularité d'en prendre soin. Mais très clairement, aujourd'hui, on a mis toute la biosphère au service de nos actions de prédation. Évidemment, ça pose question. Ça fait longtemps qu'on s'est rendu compte qu'il y a une pression anthropique très forte, trop forte sans doute, sur les écosystèmes. Et les réactions, dès le milieu du 19e siècle, ont été de créer des réserves. L'icône, c'est la première réserve naturelle aux États-Unis, Yellowstone. Bon, c'est en concurrence avec la réserve d'Artis de Fontainebleau en France, en termes d'antériorité. Mais à Yellowstone, il y a vraiment cette notion de préserver un monde sauvage, wilderness. C'est-à-dire sauvage, c'est quoi? C'est avec un minimum d'impact humain, une nature qui doit être vierge de toute influence humaine. Et c'est un modèle qui s'est répandu à travers la Terre à travers les continents, les cultures humaines, les systèmes politiques qui adoptaient dans les anciennes colonies, en Afrique, en Mongolie, à travers l'Asie, ce modèle de on va sauver la nature. Comment? Eh bien, si l'humain est un destructeur, un ennemi de la nature, il faut préserver des parcelles de nature en excluant l'humain. C'est logique, c'est un syllogisme. Il faut sauver des portions de nature en excluant les activités humaines de certaines portions de cette nature, qui vont être des réserves naturelles, des zones de libre évolution, de réensauvagement, sous différentes dénominations. L'idée est la même, c'est que d'un côté on a des écosystèmes vierges et de l'autre une menace qui est un perturbateur, qui est l'humain. Alors ça fonctionne, cette politique de protection, toujours en parallèle avec une politique d'exploitation de la nature. Les deux progressent en même temps, hein. Depuis la sortie du Moyen-Âge, on voit s'amplifier l'emprise humaine dans l'exploitation, la mise au travail de la nature, avec la mise au travail des landes, des forêts, la mise au travail des marais qui sont drainés, qui sont mis en culture, une exploitation toujours plus extensive et intensive à la fois des espaces, et d'un autre côté, pour compenser, la création de parcs naturels, de réserves. Il y a eu les parcs des châteaux. Le jardin à l'anglaise est un ancêtre
de la réserve naturelle, avec cette idéalisation, cette mise en scène d'une nature sauvage pour compenser des dégâts à côté. Je cite les parcs naturels anglais, c'est créé par les acteurs de la révolution industrielle, les riches propriétaires, bourgeois, industriels. D'un côté, ils détruisaient des régions entières par l'exploitation du charbon, les premières industries, et de l'autre côté, autour de leur belle demeure, ils créaient une nature préservée, les jardins à l'anglaise. Ce sont deux faces de la même pièce, on le comprend bien. On ne peut pas comprendre la surexploitation moderne du monde sans prendre en compte aussi les politiques de protection, et réciproquement. De sorte qu'on peut résumer cette attitude moderne à l'égard de la nature par la notion d'exploitation, mot valise qui réunit en fait ces deux faces d'une même pièce, exploitation et protection. Avec, vous voyez à l'image là, ces grands champs d'exploitation hyper mécanisés en Amérique du Nord, et d'un autre côté ce parc naturel de Yellowstone qui est évidemment en réalité n'est pas vierge de présence humaine, au contraire il est surfréquenté pour le tourisme. Ça a été conçu dès l'origine, ces réserves naturelles, comme des lieux pour la récréation, pour se ressourcer dans une nature spectacle. Alors, derrière cette exploitation, il y a des postulats philosophiques qu'il faut arriver à identifier pour ensuite peut-être les remettre en cause en voyant d'autres façons de se rapporter au milieu vivant. Il y a l'idée d'abord, on l'a dit, que l'humain est une perturbation et une menace pour les écosystèmes. L'idée que si on produit, il faut produire pour se nourrir, alors on détruit. Et donc, on va compenser. Comment on va compenser? En limitant dans certaines zones les activités humaines, en interdisant des pratiques, en réensauvageant. La philosophie sous-jacente, c'est qu'il y a une guerre irréductible entre l'humanité et la nature. Comment on en est arrivé à cette guerre, cette impression que peut-être, oui, nous sommes en train de détruire nos propres milieux, nos conditions de vie, ce qui nous nourrit, ce qui nous permet de respirer. Comment on en est arrivé là? Et de plus en plus de chercheurs se posent des questions qui nous font remonter à des périodes anciennes. Chercheurs, mais aussi artistes, philosophes. Ici, on a un bon exemple de ce type de réflexion. C'est une sculpture qui était présentée en 2017 devant le Centre Pompidou à Paris, qui s'appelait Domesticator. Et l'idée, c'est qu'elle représente un viol, en fait, un acte de zoophilie d'un humain exercé sur un quadrupède, on ne sait pas exactement lequel, mais ça représente la domestication interprétée par l'artiste comme un acte de violence, contre nature, en fait, dans tous les sens du terme, contre nature, contre la morale, contre la nature, une prise de pouvoir sur la nature qui a rendu possible la domestication, la civilisation. C'est-à-dire que l'artiste expliquait que la domestication a rendu possible la sédentarité, la poterie, l'urbanisme, finalement la naissance des États, des royautés et de la civilisation dans laquelle nous vivons. Donc à l'intérieur même de la sculpture était installé un escalier avec des appartements, un salon, une cuisine pour bien montrer le fait que notre mode de vie civilisé est né de ce viol de la nature. Donc c'est une hypothèse philosophique et qu'on entend souvent que ça a mal tourné au néolithique, au moment où les humains se sont mis à domestiquer les animaux et les plantes. C'est là qu'il y a eu un virage terrible, catastrophique, qui nous a fait sortir d'un état d'harmonie avec le monde qui était celui des chasseurs-cueilleurs. En fait, c'est une vision qui s'impose souvent parce qu'elle est enseignée à l'école. Elle est héritée de Jean-Jacques Rousseau, elle remonte même à plus loin. En fait, c'est l'idée qu'on est sorti d'un âge d'or de relations harmonieuses avec les êtres vivants et avec les dieux à l'occasion d'une chute, un péché originel. Vous voyez les résonances évidemment religieuses, chrétiennes, mais aussi pré-chrétiennes, avec ce thème de l'âge d'or qu'on a chez les anciens. À regarder les choses d'un peu plus près, en termes
d'impact écologique sur la planète, en fait, c'est passé beaucoup plus récemment. Beaucoup d'entre nous l'ont vécu. On est en train de le vivre, en fait, ce grand bouleversement qui est désigné par les historiens de l'environnement, les écologues, comme la grande accélération. Quand on parle de la grande accélération, c'est un ensemble de phénomènes qui se sont joués à partir des années 1950, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, en Occident, puis dans toutes les régions du monde, et qui est illustré ici dans un article phare sur l'Anthropocène, représenté par de nombreux graphiques. Vous voyez un peu les mêmes courbes, une explosion en fait dans la deuxième moitié du XXe siècle. Explosion de quoi? Des consommations d'énergie, des énergies fossiles, des émissions de gaz à effet de serre, des consommations d'eau, de papier, des pesticides, des intrants, des engrais à travers le monde, des barrages à travers le monde ou des restaurants McDonald's, il y a un peu de tout, hein. Mais ça vous montre des tendances comme ça extrêmement fortes d'accélération. Ils n'ont pas mis, je l'ajoute, la consommation de viande. Vous voyez, à partir de 1961, donc une démultiplication qui est plus forte que la progression des populations humaines, puisque à mesure que les populations humaines sur tous les continents se modernisent, adoptent des modes de vie de ce type occidental et urbain, ils augmentent leur consommation de viande et il faut que l'industrie suive derrière. Donc c'est aussi évidemment des élevages dans des conditions nouvelles qu'on ne connaissait pas auparavant et qui n'ont évidemment rien à voir avec le néolithique. Donc quand on reporte tout ça au néolithique, on se trompe complètement. Les formes d'élevage actuelles, dominantes, qui se répandent à travers le monde, n'ont pas de rapport avec les communautés de vie paysannes qui se sont mises en place à partir d'il y a 10 000 ans dans différentes régions du monde et qui étaient fondées sur l'autonomie, sur des réseaux denses que je vais montrer tout à l'heure. Donc il va être important de bien distinguer différentes ruptures, une rupture moderne assez récente et des ruptures antérieures, des expansions, une expansion de notre espèce qui est bien antérieure à la modernité, mais qui n'impliquait pas une dévastation des écosystèmes comme ceux que nous avons connus ces dernières décennies. Alors parlons de cette expansion mondiale des humains qui est ancienne et comment elle s'est faite. Donc pour ce qu'on appelle les hommes anatomiquement modernes, Homo sapiens, c'est-à-dire des gens de notre espèce qui sont comme nous, avec qui on pourrait se reproduire et qui ont la même constitution, les mêmes besoins anatomiques et quasiment le même cerveau, donc le même fonctionnement. Eh bien, ces gens-là, on estime qu'ils apparaissent il y a à peu près 300 000 ans et ils se sont répandus. Ils apparaissent en Afrique, donc nous sommes à l'origine des singes tropicaux qui se sont répandus à travers la planète en arrivant en Australie il y a 60 000 ans, en arrivant en Amérique du Nord, maintenant on est plus vers 20 000, 30 000 ans, en Europe il y a 35 000 ou 40 000 ans, donc des périodes anciennes. Ça veut dire que ce singe tropical, il a été capable de s'adapter à des environnements extrêmement différents. Il y avait, au dernier maximum glaciaire, la période la plus froide, il y avait des gens qui habitaient dans l'extrême orient, dans l'extrême nord sibérien, qui vivaient de mammouths dans des conditions extrêmement dures, bien plus dures que la Sibérie actuelle. Donc, ça implique une capacité d'adaptation extraordinaire, sans aucune des technologies que nous avons. Donc les humains, s'ils ont su se répandre à travers ces différentes régions du monde, c'est parce qu'ils ont été capables de s'adapter, pas forcément biologiquement, puisqu'on n'a pas constitué des races véritablement biologiques, mais c'est vraiment très très superficiel les différences entre les populations humaines sur le plan biologique, mais par contre des adaptations culturelles, alimentaires, écologiques, qui
qui se sont basées sur des alliances. Le fait de comprendre, d'étudier, de s'intéresser aux ressources locales, végétales et animales. Par exemple, les chasseurs-cueilleurs Hadza qui sont capables de récolter du miel. Les autres primates n'en sont pas capables. Voilà, donc il a fallu comprendre qu'est-ce que c'est qu'un nid d'abeilles, comment on peut ruser avec les abeilles, maîtriser le feu pour enfumer les nids. Dans les régions désertiques du monde, l'alliance avec les dromadaires ou avec les chameaux de Bactriane ou avec les rennes par la domestication a permis de créer des communautés hybrides, humains-animaux, qui ont pu s'installer dans des zones où l'humain seul ne pouvait pas vivre. Dans la chasse, vous voyez une photo en face tout en bas de Christiane Drieux, une de mes doctorantes qui a travaillé chez les Inuits du Groenland, une population esquimau qui vit notamment de la chasse au narval en chassant ces animaux marins avec des kayaks et avec un harpon. Donc ça, c'est basé sur une connaissance très fine de la migration des narvals, de ce qui les effraie, ce qui peut les attirer. La culture du manioc au Brésil, les Indiens dans la forêt amazonienne, une grande part de leur alimentation est fondée sur ce tubercule qui est toxique. Comment ils font? Déjà, il faut savoir le cultiver, comprendre ses besoins de cette plante, ensuite traiter la plante pour enlever les toxines et la rendre consommable. À chaque fois, ce sont des savoirs, une connaissance, une intelligence écologique qui fait que les gens sont capables de se mettre à la place de l'animal ou de la plante, et toujours il y a des aspects rituels qui sont impliqués, à savoir des chants pour le manioc. La femme qui cultive se présente comme la mère du manioc, c'est ses enfants. Des remerciements, des louanges au narval, des rituels pour permettre sa renaissance. Donc les activités humaines à travers le monde, l'expansion humaine, elle s'est fondée sur de l'exploitation matérielle d'un côté pour répondre à nos besoins métaboliques, pour que les Inuits puissent s'établir dans le Groenland. Il a fallu se vêtir, maîtriser le feu, manger beaucoup de graisse. Donc des aspects métaboliques, mais aussi toujours des aspects relationnels et affectifs, qui fait que dans ces activités humaines, les gens se sentent obligés de s'excuser auprès de leur proie, de veiller à leur reproduction, de ne pas prendre plus que nécessaire, et de faire des danses, des chants de louanges envers ces êtres et envers les esprits qui permettent leur renaissance. Une des manifestations les plus frappantes de cette disposition des humains à créer des liens au-delà de leur espèce, c'est l'adoption de petits mammifères qui sont allaités par des femmes. Si vous avez des exemples chez les Amazoniens au Brésil, une femme allaitant un pécari sauvage. En Nouvelle-Guinée, une femme allaitant un porcelet. Il y a des cas avec des kangourous, des marsupiaux, des oursons en Sibérie, en Amérique du Nord, des chiots partout dans le monde. C'est surprenant, évidemment, d'un point de vue occidental, ça ne se fait pas chez nous. Ça ne se fait pas en général dans les sociétés qui ont de l'élevage laitier, parce qu'on va pouvoir donner du lait de vache ou de brebis aux petits animaux apprivoisés. Mais ailleurs, c'est courant, c'est vraiment un comportement humain, à tel point qu'on pourrait désigner Homo sapiens comme Homo adoptans, ce primate qui est capable de créer des liens de parenté au-delà de sa propre espèce. Biologiquement, c'est vraiment surprenant, parce que le lait maternel, c'est ce que les mammifères ont de plus précieux. C'est sacré. On le réserve à sa propre progéniture. Eh bien, les humains, non. Déjà, ils le partagent, puisque chez les chasseurs-cueilleurs, les bébés sont allaités par plusieurs femmes, pas uniquement par leur mère. Et puis, même, ça va au-delà, puisqu'on a de nombreuses pratiques d'allaitement d'animaux d'autres espèces. Donc, l'humain, un primate qui crée des liens au-delà des limites de son espèce. En adoptant des animaux, en prenant soin de plantes, en modifiant aussi ces milieux, aucune société humaine n'est dans une relation harmonieuse, laissant un milieu vivant intact,
Partout, il y a une action, un façonnage des milieux par les sociétés humaines. Exemple, l'Amazonie. L'Amazonie qui est présentée souvent dans les médias comme la forêt vierge, le poumon vert de la planète, parce que ça serait une grande réserve finalement non touchée par les impacts des sociétés humaines. En réalité, les ethnologues, les archéologues nous montrent que, vous voyez sur la carte de droite, c'est les zones d'habitation humaine, de sol qui a été travaillé par les humains. En fait, vous voyez que c'est un immense jardin, la forêt amazonienne, puisque les habitants ils pratiquent l'agriculture, l'horticulture itinérante sur brûlis, avec des plantes cultivées. Les Achuars, étudiés par Philippe Descola, cultivent une soixantaine de plantes donc domestiques qu'ils cultivent sur des essarts, c'est-à-dire des parcelles de forêt où ils ont abattu les arbres, ils ont mis à feu, ils cultivent pendant quelques années, et puis quand la fertilité du sol est épuisée, ils s'en vont. Et la forêt reprend ses droits. Mais ce n'est plus la même forêt, évidemment, surtout quand vous avez plusieurs passages, au bout de quelques siècles même. Vous avez une sélection humaine qui va favoriser certains arbres qui portent des fruits consommables, et puis une transformation des sols avec du charbon, un enrichissement du sol qui est anthropique, en fait, qui est une création humaine. Pas uniquement humaine, évidemment, c'est des coévolutions, c'est des co-façonnages avec de très nombreuses espèces sauvages, mais l'humain en fait partie. L'humain fait partie de ces écosystèmes. Donc on devrait parler ici de socio-écosystèmes plutôt que d'écosystèmes. Ces méthodes d'agriculture itinérante, elles ont existé en France. L'historien Marc Bloch en parlait comme d'une agriculture temporaire qui était pratiquée dans les Ardennes, par exemple, au XIXe siècle, en Bretagne également au XIXe siècle, avec des forêts, des landes qui sont tous les 20 ans, tous les 15 ans, tous les 30 ans, défrichées, labourées, cultivées et puis abandonnées. Donc vous voyez bien que dans ce genre de pratique, la limite entre le sauvage et le domestique, elle n'est pas très nette, elle n'est pas infranchissable. Déjà parce que souvent on laisse certains arbres sauvages à l'intérieur de la zone défrichée, s'ils sont utiles. Les Bretons, ils ressemaient des ajoncs après avoir fini de cultiver du sarrasin. Donc l'ajonc, c'est la lande, donc c'est une plante sauvage. Ils ressèment du sauvage pour reconstituer la lande, dans laquelle ils vont ensuite faire venir des troupeaux. Donc on est sans arrêt en fait dans un échange entre le sauvage et le domestique. Un exemple, après la forêt amazonienne, la forêt de Białowieża, Białowieża Puszcza, une forêt qu'on entend qualifier dans les médias aussi et certains milieux écologistes de forêt primaire, dernière forêt primaire d'Europe. En réalité, l'archéologie nous montre, avec des observations LIDAR par avion, qu'il s'agit de zones d'anciens villages, d'anciens champs, il y avait des routes, et il y avait des habitations depuis des millénaires. Donc ce n'est pas une forêt primaire au sens... Alors c'est une forêt très riche écologiquement, très intéressante, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a jamais eu d'humain. Elle a une histoire particulière dont l'humain fait partie. C'est la règle en fait. Sur notre planète, une étude de synthèse récente a montré que 75% des écosystèmes terrestres sont façonnés par les humains depuis 12 000 ans. Et cette proportion a peu changé. On reste autour de 75%. Donc ça veut dire que vous avez 25% d'espaces sauvages, véritablement, mais qui sont quoi en fait? Souvent, en fait, ils sont vides de vie. Non seulement il n'y a pas d'humains, mais il n'y a même pas de vie, ou quasiment pas. C'est toutes les terres qui sont sous la calotte glaciaire du Groenland. C'est sauvage, oui. Et puis, des grands déserts dans le Sahara, des zones qui n'ont pas été habitées. Mais le reste est habité, modifié par déjà les chasseurs-cueilleurs, par des feux, par la prédation, par la compétition qu'ils font contre les prédateurs existants,
qu'ils suppriment souvent, par des exemples que je vais montrer, dispersion de graines. Donc ce qui a changé avec la grande accélération dont on parlait, l'Anthropocène, ça n'est pas la proportion globale d'espace occupé par les humains. C'est à l'intérieur de ces 75% d'écosystèmes anthropisés, les modes de vie, les modes d'exploitation de la Terre, avec des exploitations de plus en plus intenses, sous l'influence de modes de vie modernisés, exportés par la colonisation en général. Et ça nous incite à remettre en cause l'opposition entre sauvage domestiqué, sauvage artificialisé, puisque ces études nous montrent également que les principaux hotspots, les hauts lieux de biodiversité à travers la planète, eh bien, ils sont peuplés depuis des milliers d'années. C'est la forêt amazonienne, c'est les forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les grandes prairies d'Australie, par exemple, j'en montrerai des exemples. C'est habité. Donc il n'y a pas de raison de considérer que la présence humaine est nécessairement une perturbation pour un écosystème. On est dans des socio-écosystèmes massivement. Et quelquefois même, le retrait de l'humain peut être une source de perturbation en réalité. L'abandon de pratiques humaines traditionnelles va faire perdre de la résilience au socio-écosystème. Un exemple ici, dans un parc national qui est une très belle forêt avec des arbres très anciens aux formes extraordinaires, on a instauré une zone Natura 2000 interdisant les pratiques locales de pâture, d'émondage des arbres. Or, ça a entraîné une dégradation, un vieillissement rapide de ces arbres, contrairement à ce qu'on espérait. On se dit, ah, on va enfin empêcher les bergers italiens de venir dégrader la forêt, qui souffre de leur présence depuis le Moyen-Âge. Là, ça va aller mieux. Et ça a été l'inverse, parce qu'en fait, c'était une forêt pastorale. Le faciès même de cette forêt, sa richesse, était due au fait qu'il y avait régulièrement des troupeaux qui venaient, qui l'entretenaient, qui empêchaient les broussailles de se développer, et le fait qu'il y avait ces pratiques d'émondage, ces arbres têtards, on les appelle, qui sont des arbres paysans. Et cette intervention humaine fait que l'arbre vieillit plus longtemps, il y a plein de trous, la biodiversité qui s'installe dedans, des bestioles dans les trous. Voilà. À travers l'Europe, les dégradations écologiques, elles sont liées à une homogénéisation, une perte de diversité des pratiques, un abandon en fait, un recul généralement des pratiques humaines qui faisait qu'on avait des mosaïques paysagères extrêmement complexes avec de la forêt pastorale, avec des châtaigneraies cultivées, des oliveraies avec du pastoralisme, toutes sortes de types d'exploitation qui créaient des mosaïques complexes et qui sont abandonnées avec la déprise agricole. Un exemple maintenant précis, un domaine sur lequel j'ai travaillé ces dernières années, ce sont les grands causses en Lozère et en Aveyron, avec des paysages karstiques un peu comme chez vous, des gorges et des plateaux secs sur lesquels s'est développé le pastoralisme. Alors ces paysages, ça peut être des icônes, vous voyez, du monde sauvage, vous avez les vautours, vous avez des grands rochers, mais en fait ces paysages, ils émergent à l'âge du bronze, à mesure que s'anthropise le plateau, avec des feux qui suppriment les forêts, du pastoralisme, une spécialisation pastorale de cette région, donc un abroutissement régulier qui fait disparaître les forêts et qui les remplace par des prairies sèches, des pelouses de la lande, de la steppe, qui hébergent une faune endémique, des plantes uniques qu'on va trouver que là, sabeline de Lozère, Ancolie d'Écosse, Grassette d'Écosse, des insectes, l'arciptère caussignarde, et puis des oiseaux comme le brûlant ortelan, l'alouette lulu, crave à bec rouge, l'engoulevent, des oiseaux donc, qui sont inféodés à ce paysage ouvert et semi-ouvert
de pelouses et de landes, et qui sont menacés, constatent maintenant les naturalistes, les ornithologues, par le fait que se développe dans ces régions la forêt, des pinèdes plantées ou spontanées, qui hébergent beaucoup moins de faune, beaucoup moins d'oiseaux, et notamment qui ne peuvent plus accueillir ces espèces dites patrimoniales comme l'ortolan, espèces donc qui préfèrent la diversité paysagère, des mosaïques, des paysages semi-ouverts. Or, ces paysages, eh bien, donc, ils ne sont pas naturels en soi, ils sont le résultat de coévolution, ce n'est pas non plus artificiel, ce n'est pas comme un parking de supermarché, c'est des alliances, des coévolutions, des dynamiques sauvages et domestiques dans lesquelles l'humain est présent. Donc, les humains ont façonné ce paysage par le pastoralisme avec les troupeaux, donc même c'est plus les troupeaux ici, les ovins caprins qui vont être espèces clés de voûte. Les feux, parce que quand les moutons broutent, ils vont supprimer les herbacées, enfin pas les supprimer, mais ils régulent. Et puis vous avez des plantes qu'on dit antipastorales qui résistent aux moutons. Il y en a quelques-unes, il y a les buis et les genévriers. Donc à force, s'il n'y a que les moutons qui broutent, vont se développer de plus en plus de buis et de genévriers qui vont faire des protections permettant à des chênes ou à des pins de se développer au milieu des buis et au milieu des genévriers parce que les dents des brebis ne peuvent pas les atteindre. Donc ce que font les bergers, c'est que de temps en temps, ils vont mettre le feu. C'est un brûlis contrôlé qui maintient le paysage ouvert, sinon on va tendre vers la forêt. Donc pastoralisme, feu et des pratiques vivrières de collecte de nourriture, et notamment une que j'ai étudiée, la tandelle. Alors, ça m'a intéressé parce que c'est un sujet polémique, puisque depuis de nombreuses années, il y avait des attaques judiciaires pour faire interdire cette pratique. Et donc, dans ce genre de cas, situation de conflit écologique, on voit se crisper, se cristalliser des visions de la nature, des rapports au monde, de façon particulièrement visible, décodable. Donc je suis allé chez les tendeurs, qui sont des bergers, ce sont des gens qui ont appris ça dans leur enfance, sans permis de chasser, c'est des femmes, des enfants, le plus souvent, enfin c'était. Pratique sans fusil qui permet très facilement, juste avec 3 pierres et puis 4 bâtonnets, d'attraper des grives qui sont attirées par un appât. Voilà, donc c'est un vocabulaire particulier, en occitan, ça dépend des causes, ça dépend carrément des villages. Alors ce qui était frappant, c'est que cette pratique qui est décriée comme d'une part sur le plan éthique cruelle, puisqu'elle écrase des oiseaux, sur le plan écologique, elle écrase pas seulement des grives, mais quelquefois des petits oiseaux protégés, et donc contre laquelle se mobilisaient des associations de protection de la nature depuis des années. Eh bien, cette pratique, elle coïncidait avec des zones de protection des oiseaux. Zones de protection, directive oiseaux, directive européenne, parce qu'on avait identifié là des habitats pour des oiseaux assez rares d'intérêt patrimonial. Donc on a une superposition entre une pratique traditionnelle qui est négative, et en même temps, on découvre que c'est justement dans cette zone-là qu'il y a le plus d'oiseaux patrimoniaux intéressants. Et par ailleurs, une dynamique qui fait que la zone elle est de moins en moins accueillante pour les oiseaux à mesure que se retirent les pratiques traditionnelles. L'évolution du paysage, vous voyez, elle est bien représentée dans ces vues aériennes. À gauche, vous avez une vue de 1956 dans laquelle on devine la lande piquetée, des pelouses piquetées de petits buissons. Et à droite, vous voyez ce que c'est devenu maintenant. On a beaucoup moins de landes, il en reste un petit peu, mais vous avez plutôt 2 types de paysages nettement distingués désormais, qui sont de la forêt, compacte, et d'un autre côté, des champs. Ça peut être des champs cultivés, de la prairie artificielle,
puisque le pastoralisme extensif décline. On a de plus en plus des brebis qui sont en bâtiment pour le roquefort. Et puis on va les nourrir avec du maïs, avec du trèfle, des plantes cultivées. Donc au lieu que vous ayez un paysage sculpté par les brebis, vous avez des terres qui sont consacrées à la culture de fourrage pour nourrir les brebis qui sont en bâtiment. Ou alors tout simplement il n'y a plus de brebis et puis on cultive des céréales. Ou on cultive plus rien, et dans ce cas-là, c'est la forêt qui prend le dessus. Donc on avait un paysage mixte, complexe, avec semi-ouvert, qui est remplacé par un paysage binaire, qui est soit fermé, soit ouvert. Et ça, c'est justement la catastrophe pour les oiseaux, parce qu'ils ne trouvent plus de lieu de vie. Donc voilà la pratique de la tandelle. Comment ça se fait? C'est une technique, vous voyez, très simple, hein, les cailloux, évidemment, donc, qui était pratiquée par les enfants. Et ce que qu'ont montré des écologues curieux, en étudiant la dynamique sur plusieurs décennies des paysages dans certaines communes, c'est qu'en fait, on voyait se développer des landes à genévriers aux alentours des villages. Alors, comment ça se fait? C'est que dans des zones de pelouse où il n'y avait pas de genévrier, et tout d'un coup, le genévrier apparaît. Et en faisant une enquête historique, on voit qu'il y avait des vieilles femmes qui ne pouvaient plus aller dans les landes à genévrier pour poser des pièges. Du coup, elles posaient des petites baguettes de genévrier avec des baies de genièvre comme appât pour attirer les oiseaux. Et ces petites baies, elles ont germé, et c'est ainsi que s'est développée une lande à genévrier. Ça, je l'ai constaté sur le Larzac également, où les gens m'ont expliqué que dans les pelouses où il n'y a pas de genévrier, ils vont planter les baguettes. Et, voilà. Et ainsi, involontairement, des piégeurs ont contribué à la formation d'un paysage qui sert d'habitat pour les oiseaux qui les intéressent, les grives, mais aussi pour d'autres oiseaux qui ne les intéressent pas, qui ne chassent pas et qui sont protégés, comme les ortolans et d'autres passereaux. Donc là, on est dans un cas intéressant et en fait typique et pas du tout rare, où on a une boucle de rétroaction entre une activité traditionnelle humaine et qui va favoriser un habitat parce que ça accueille son gibier. Et c'est même pas volontaire, c'est pas planifié, ça se fait tout seul. Mais cette pratique, donc, elle est incluse dans une série de savoirs écologiques. Donc la pratique de la tandelle, elle se transmettait de génération en génération avec des connaissances sur les genévriers, sur les grives, sur aussi toutes sortes d'espèces que les gens allaient et vont encore cueillir dans la lande pour faire des salades, pour se soigner, l'arnica, le lys, l'élébore pour protéger les brebis, les buis qui servaient à énormément de choses, de haies le long des chemins, de transhumance, de litières pour les bovins, d'engrais, etc. Et même dans la religion, les rameaux bénis, dans les maisons, les étables, les champs. Donc on a ici, vous voyez avec la tandelle, un élément d'un système complexe de relations entre une communauté humaine et son environnement. Et à mesure que se désagrègent ces savoirs, ces pratiques, eh bien, le milieu lui-même se simplifie, se désagrège et les oiseaux perdent leur habitat. Donc quand on prend du recul, là on est dans une situation assez paradoxale où une pratique de destruction des oiseaux, en fait on comprend qu'elle préservait un habitat qui était favorable à ces oiseaux et même à plein d'autres oiseaux. Ça malheureusement c'est rarement pris en compte dans les discussions à ce sujet. Alors, mais il y a plein d'autres exemples qui montrent que ce n'est pas le cas uniquement sur les causses. Vous avez cette très belle étude d'une équipe française dont on avait parlé dans les médias en 2023 et qui identifiait les causes de dépeuplement de l'avifaune en Europe. Et ce qu'il montrait, c'était que le facteur principal permettant d'expliquer l'effondrement des populations d'oiseaux en Europe, c'était le type d'exploitation paysanne. C'est-à-dire la surface des exploitations. Plus les exploitations sont grandes, du remembrement, une modernisation, un regroupement, agrandissement, mécanisation, moins vous avez d'oiseaux.
Donc les zones dans lesquelles en Europe vous avez encore des belles populations d'oiseaux qui ne s'effondrent pas ou même qui augmentent, c'est par exemple en Grèce, à Chypre, vous avez des micro-parcelles avec des petits murets, des haies, des vergers, de la vigne microscopique. Tout ça, ça fait une mosaïque, comme ce qu'on avait ici partout, hein, mais qui a disparu. Eh bien, c'est ça qui est le plus favorable aux oiseaux. Plus que la forêt. L'expansion de la forêt n'avait pas d'impact sur les populations d'oiseaux, même pour les oiseaux forestiers. Ça, c'était vraiment une grande surprise de cette étude. Même les oiseaux forestiers ne profitent pas spécialement du réensauvagement, du rewilding, de l'avancée des forêts. Ce dont ils profitent, c'est plutôt ces pratiques paysannes. Et là où est le paradoxe le plus énorme, c'est que c'est justement dans ces zones-là que vous avez du piégeage. En Europe, mais massif, pas comme en France, mais massif. Braconnage totalement illégal, piégeage des oiseaux, contre lesquels luttent férocement hein, les institutions européennes et les polices de la chasse, avec des financements de l'Angleterre, va financer des brigades de gendarmes pour attraper les braconniers grecs. Les Allemands envoient dans le Larzac des ornithologues pour piéger les piégeurs. Mais quand on prend du recul, on voit que finalement c'est l'Europe du Nord qui envoie la police de la chasse dans l'Europe du Sud. C'est cette Europe-là qui détruit les habitats des oiseaux. Et c'est chez les piégeurs que vous avez la meilleure population d'oiseaux. Alors comment ça se fait? C'est tout simplement le piégeage. C'est un élément d'un mode de vie fondé sur l'autonomie alimentaire, en grande partie, sur la diversité des productions, qui crée des mosaïques paysagères et qui crée de l'habitat pour les oiseaux. Donc là, on voit que l'idée que l'homme nécessairement est destructeur pour la nature, il faut protéger les oiseaux des traditions humaines cruelles, les choses sont un peu plus complexes que ça. Parce que dans les écologies paysannes européennes, le sauvage et le domestique sont entrelacés. Ça, c'est le modèle de la paysannerie, de l'écologie paysanne européenne pour les historiens de l'environnement. C'est un triangle avec 3 composantes. Aguerre, c'est les champs cultivés. Ça, c'est dans toute commune, toute paroisse, tout collectif paysan, avant la mécanisation et les engrais. Il y a de l'aguerre, c'est les champs cultivés. La silva, c'est la forêt. C'est indispensable d'avoir des bouts de forêt pour les paysans. Sinon, ils ne vont pas pouvoir construire leur maison à colombage, ils ne vont pas pouvoir faire du feu, se chauffer, faire des piquets. Et ils ne vont pas pouvoir cueillir aussi dans la forêt la nourriture. Et le saltus, c'est cet entre-deux, ces paysages semi-ouverts de landes, de marais, de pâtures, qui ont largement disparu aujourd'hui. Donc, ce type d'écologie-là est un entrelacement entre monde sauvage et monde domestique. Et vous avez des transferts de fertilité. On envoie les bestiaux dans la forêt la journée pour se nourrir. Ensuite, ils reviennent le soir, on les met à l'étable, à l'écurie, on récupère le fumier qui va permettre de fertiliser la guerre. Donc des transferts de fertilité. Alors ces différents exemples nous amènent à nous poser cette question. Est-ce que les humains ne seraient pas des fois, plutôt que des destructeurs, des perturbateurs, en fait, des espèces clés de voûte de certains écosystèmes? L'écologie humaine montre que c'est le cas. Je vous montrerai, évoquer rapidement quelques études. Sur les aborigènes d'Australie, on a montré qu'ils favorisent les populations de varan de goule, ce grand lézard qui fait 1,50 m. En fait, il est en population plus nombreux dans les zones où il est chassé par les aborigènes d'Australie que dans les zones où il n'est pas chassé, notamment dans les réserves naturelles. Comment ça se fait? C'est que l'action humaine a 2 aspects. Elle a un impact prédation, évidemment, qui détruit une partie de la population, mais elle a aussi un impact façonnage de l'habitat de cet animal sous forme de feux, de brûlis réguliers, des broussailles, par les aborigènes, qui ont toutes sortes d'effets, de créer, une fois qu'il y a eu un feu, la végétation se reconstitue. En fait, c'est la même chose avec les kangourous. Les chasseurs aborigènes favorisent les populations de kangourous. Vous avez une présence de crottes qui augmente en fonction de la richesse des successions végétales liées au feu. Parce que si vous brûlez une parcelle, l'année suivante, vous avez des graines qui vont germer, ça pousse.
L'année d'après, vous avez des strates arbustives qui vont se constituer petit à petit. Et donc, vous brûlez différentes zones, vous créez un maillage complexe de différentes successions végétales. Et là, les kangourous, comme les varans et d'autres espèces, vont trouver à la fois de la nourriture, de l'habitat, tout ce dont ils ont besoin. Ça, les aborigènes le savent très bien. Hein. C'est pour ça qu'ils ont cette pratique de sculpter les paysages, parce que c'est comme ça qu'ils maintiennent le gibier dont ils ont besoin. Une étude sur les martous d'Australie a modélisé, vous voyez, de façon très esthétique et mathématique le réseau trophique, c'est-à-dire les liens alimentaires entre les espèces. On a appris à l'école la chaîne alimentaire, qui est unilinéaire. En réalité, c'est plus complexe puisque vous avez des tas de liens alimentaires à différents niveaux. Il est apparu que le superprédateur, c'est l'humain, qui prédate 86 taxons, beaucoup plus que les autres prédateurs, et que donc il a une fonction de régulation sur toutes les autres espèces. Sur les espèces qui mangent, mais ces espèces qui mangent elles-mêmes, elles consommaient d'autres espèces. Donc si vous retirez l'humain, vous allez avoir un bouleversement complet du réseau trophique. Par effet de cascade, on retire une espèce qui régulait une autre espèce, donc, et qui elle-même régulait une autre espèce, etc. Donc vous avez un effet de domino. Et c'est arrivé effectivement, le retrait de l'humain. Parce que cette population, elle a été déplacée par les Britanniques, les Blancs en Australie, qui les ont mis de force dans un autre village. Donc retrait de l'humain, eh bien, on aurait pu s'attendre, si on a un point de vue écologiste dualiste opposant l'humain et la nature, on aurait pu s'attendre à ce que ça va être une explosion de biodiversité, on va voir réapparaître plein d'espèces qu'on ne voyait plus. Et ça a été l'inverse. Il y a au moins 2 espèces endémiques qui ont disparu du fait du retrait des humains, des martous, de l'écosystème. Pourquoi ? Parce que les martous ils régulaient les prédateurs de ces animaux, de ces espèces, qui se sont trouvés en surabondance, donc il y a eu des impacts, des déséquilibres, une perte de résilience. En fait, on se rend compte du coup que les chasseurs-cueilleurs avaient une fonction écologique à l'intérieur du désert en Australie. Par, je l'évoquais, la dispersion des graines, puisqu'ils vont cueillir des choses à manger, des fruits, des graminées, ils les amènent au campement, et de cette manière, ils les dispersent un peu partout. Deuxièmement, le feu, les brûlis, le travail du sol, quand ils vont chercher des tubercules, des bulbes, et puis par la prédation, notamment la chasse aux chats domestiques. C'est un fléau en Australie, le chat introduit par les Occidentaux, sur lesquels les Occidentaux ont perdu le contrôle. Eh bien, les aborigènes, eux, tuent les chats et les mangent. Ça permet de réguler leur présence. Donc on voit ici, finalement, chez des chasseurs-cueilleurs qu'on nous a longtemps présentés comme des gens qui n'ont aucun impact sur leur environnement, qui vivent en pure harmonie, en fait, il y a un très gros impact. Et l'environnement est déstabilisé quand ils sont déplacés. Maintenant, je vais vous montrer des exemples, pour moi, plus familiers, qui sont mes enquêtes de terrain en Sibérie du Sud, chez les Toujous, qui sont un petit groupe de quelques centaines de personnes. Ils parlent une langue turcophone, ils sont nomades, traditionnellement. Ils ont été en grande partie sédentarisés de force à l'époque soviétique. Et puis, certains continuent d'élever des rennes, des petits troupeaux de 10-20 rennes, et se nourrissent principalement de la chasse et de la cueillette. Et je me suis intéressé aux liens avec leur milieu vivant par toutes les formes de liens. Donc, le renne domestique, il est utilisé comme nourriture, quelquefois, il fournit du lait, comme moyen de transport, mais il a aussi un rôle dans les rituels, puisqu'il y a dans le troupeau un renne sacré qui est réputé être le protecteur du troupeau mais aussi des humains. Curieusement, ces gens ne surveillent pas leur renne, il n'y a pas de berger, par contre ils considèrent que dans le troupeau il y a un renne sacré qui gardienne les humains. Un arbre comme le bouleau,
Il sert comme combustible, bien sûr, mais aussi pour faire des récipients avec l'écorce de bouleau. Il sert dans les rituels, il y a des bouleaux sacrés. Et puis il sert dans l'alimentation, puisqu'on peut prélever le jus de bouleau au printemps. Donc en résumant toutes les espèces utilisées par les Toju, dans ce schéma, vous avez beaucoup de liens avec beaucoup d'espèces. Et en plus, avec chaque espèce, vous avez un lien complexe, une fibre multiple, puisque vous avez des liens métaboliques, techniques, énergétiques et rituels religieux. C'est ce qu'on peut appeler un réseau dense. Les humains ont vécu dans des réseaux denses, la plus grande partie de leur histoire, mais à mesure que se sont sont instaurés des pouvoirs centralisés, eh bien, on a vu se développer des réseaux étalés. Les réseaux étalés, ils vont spécialiser les différentes régions dans une certaine production. Par exemple, la Normandie, elle fait du beurre, du camembert. La Beauce, elle fait des céréales. Jusqu'au XVIIIe siècle, ce n'était pas ça. On faisait de tout partout. Donc, pour qu'il y ait des réseaux denses, il faut un marché urbain, une spécialisation des territoires et aussi une sécurisation. Parce que vous ne pouvez pas avoir de transport de ces marchandises sur des centaines de kilomètres si vous n'avez pas la certitude que vous ne serez pas pillé par des bandits de grand chemin. Donc ce développement du marché, il se fait en parallèle avec le développement de l'État. Il n'y a aucune contradiction entre l'État et le marché, bien sûr. Et en parallèle avec donc, une transformation des rapports au milieu vivant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut étudier de plus en plus, les passages de réseaux denses à des réseaux étalés, mais aussi quelquefois de réseaux étalés à des réseaux denses. Dans mon livre Attachement, j'en donne deux exemples. L'effondrement de l'Empire romain, qui est le premier grand réseau dense intercontinental, qui met en contact l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Et qu'est-ce qui se passe quand ce réseau s'effondre? Parce que ce réseau faisait circuler des pathogènes comme la peste. Donc les gens tout d'un coup ont fui les marchés. Et ils ont reconstitué des réseaux denses, ils ont repris de l'autonomie. Au lieu de cultiver du blé, denrées commerciales, ils ont cultivé du seigle. C'est à ce moment-là que s'est répandu le pain de seigle en Europe. Ils ont planté des châtaigniers. Ils ont diversifié les productions. Ils sont remis à des petites races locales. Et puis deuxième exemple, c'est la chute de l'URSS. Je n'ai pas vécu la chute de l'Empire romain, mais la chute de l'URSS, j'étais chez des gens qui étaient dans ce contexte où l'État avait disparu, les salaires n'étaient plus payés, il n'y avait plus d'électricité, et on a vu se reconstituer des réseaux denses. En fait, ces réseaux denses, c'est ça qui a créé la diversité culturelle humaine, à mesure que les humains se sont propagés depuis l'Afrique à travers le monde, vers l'Australie et le Groenland, ils ont créé partout des réseaux denses, créant des nouvelles formes d'alimentation, des nouveaux savoirs écologiques et de la diversité culturelle. Et ce que montre ce schéma, l'évolution de l'espèce humaine et de la planète, on ne peut pas la comprendre uniquement sur le plan biologique, avec une évolution darwinienne, puisque à un moment, s'est développé au sein de l'évolution humaine, c'est surajouté une évolution culturelle, avec une extraordinaire diversification des rapports au monde, que je vous montrais. Ce qui illustre cette diversification, c'est notamment les langues, la diversité des langues humaines parlées, puisque chaque langue est porteuse de savoir écologique, de taxinomie, de façon de désigner des petites plantes autour de soi, des oiseaux, des recettes, donc des usages. Et aujourd'hui, un des marqueurs les plus frappants du déclin de la diversité culturelle humaine, c'est le déclin des langues. On a environ 7000 langues répertoriées. Aujourd'hui, vous en avez 3500 qui sont parlées plus que par 0,1% de la population, alors que 10 langues sont parlées par 40% de la population. Et cette tendance s'accélère, on en est conscient même en France, évidemment, de nombreuses langues ont disparu très très récemment, qui sont chacune porteuses de rapports au monde, de savoir écologique. Et c'est la même chose sur le plan mondial.
Ici, c'est une carte qui vous montre, qui vous met en sandwich le déclin de la biodiversité et le déclin des langues humaines. Ça permet de comprendre que ça va en même temps, en fait. Ça avance de conserve, ces érosions. Elles sont liées. On ne peut pas comprendre le déclin de la biodiversité sans prendre en compte le déclin des pratiques humaines, puisque ces pratiques humaines étaient la source de diversité des socio-écosystèmes. À mesure que ces savoirs sont remplacés par des méthodes agricoles uniformisées, avec des semences qui sont les mêmes à travers le monde, eh bien, les paysages se simplifient, les habitats pour la biodiversité disparaissent, les populations humaines perdent leur autonomie alimentaire, donc sont de plus en plus dépendantes des réseaux étalés. Et donc, c'est un phénomène en fait unique auquel on assiste de perte de diversité à la fois biologique et culturelle, de diversité donc bioculturelle. Donc pour conclure, les communautés locales sont actrices de la plupart des socio-écosystèmes terrestres depuis 12 000 ans. Et il vaut mieux réfléchir désormais en termes de socio-écosystèmes plutôt que simplement d'écosystèmes, et a fortiori dans nos territoires, en France, où on a évidemment un impact humain très important depuis très longtemps, puisqu'il y a une action anthropique avant même que la nature tempérée qu'on connaît se soit mise en place. Hein, c'est-à-dire que les humains sculptaient déjà les paysages au Paléolithique supérieur, avant le début de l'Holocène. Donc toutes nos forêts tempérées, toute la faune tempérée, elle a coévolué avec l'humain. Il n'y a nulle part de nature vierge en Europe. La diversité écologique et la diversité culturelle, elles s'effondrent en même temps et elles sont remplacées par une monoculture. On parle de monoculture, souvent, pensez aux grandes plaines céréalières, à la Beauce, mais il faut penser monoculture biologique, mais aussi mentale, humaine, puisque ces pratiques homogènes, unifiées, monolinguistiques, eh bien, elles se transfèrent culturellement. Donc la guerre en cours, si on veut, souvent on la présente une guerre entre l'humain et la nature. Non, c'est pas ça. C'est plutôt un conflit entre cette monoculture colonisatrice et des modes de vie minoritaires qui, en général, il ne faut pas les idéaliser, hein, ils avaient une part aussi de cruauté, de domination, mais souvent ils étaient assez résilients, sinon ils n'auraient pas subsisté jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Oui. Qu'appelez-vous exactement anthropologie évolutionnaire? Je connaissais le terme évolutionniste, mais évolutionnaire, ça m'interroge. Je ne suis pas sûr d'avoir bien cerné cette notion. Eh bien, en anthropologie, voilà, sur le plan académique, hein, l'institution, vous avez l'anthropologie sociale ou ethnologie, qui étudie la diversité culturelle des sociétés humaines. Et puis vous avez les anthropologues dont on entend parler dans les médias quand il y a un avion qui se crache, par exemple. C'est des gens qui vont essayer d'identifier les restes humains. Donc ils sont spécialisés dans l'étude des dents, les ossements. Donc il y en a qui travaillent voilà, sur c'est un rapport avec la médecine légale. Et puis certains qui travaillent sur des populations humaines anciennes, certains qui travaillent sur l'évolution de ce squelette humain, en étudiant les espèces humaines qui ont précédé les hommes modernes, donc l'homme de Néandertal, Homo habilis, Homo erectus, et qui s'intéressent à l'évolution, donc dans la longue durée, de ces espèces, dans leur génétique, dans leur anatomie, dans leur comportement social et politique. Donc voilà, ça l'anthropologie évolutionnaire. Évolutionniste, ça implique plutôt une idéologie dans laquelle vous avez une succession de stades plus ou moins civilisés.
C'est plutôt, on désigne par là une anthropologie du 19e siècle, de Morgan, de Marx, Engels, avec une succession logique, avec un progrès obligatoire, unilinéaire. C'est ça l'anthropologie évolutionniste, mais ça n'a rien à voir avec l'anthropologie biologique actuelle, évolutionnaire, qui s'intéresse à l'évolution plutôt au sens darwinien. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une... Je connais votre passion pour notamment toutes ces petites chasses traditionnelles, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet de fétichisation un peu de ces chasses aujourd'hui résiduelles, enfin quand on voit un petit peu l'évolution chez nous du paysage, on parle d'autant plus de ces chasses que les mêmes sociétés elles-mêmes continuent à chasser, mais pratiquent une agriculture quand même qui a beaucoup évolué, qui, vous l'avez dit, qui se modernise. Enfin, finalement, très bien ici, il y a quelques années, le bocage, qui avait déjà remplacé la langue, le bocage est en train de disparaître, s'évaporer, c'est une espèce de céréaliculture sans haie, un attrait de la bosse sûrement, oui. l'Ukraine, enfin une ukrainisation du paysage, avec, on va dire, un petit peu d'animaux. C'est-à-dire que moi, quand on discute avec un chasseur, il dit oh, on chasse, la chasse est un droit, mais ces mêmes chasseurs, en quelques années, sont passés du lapin qui n'existe plus, des oiseaux, des faisans qui n'existent plus, ou alors on en croise sous forme d'apeau avec un petit maillot, un petit gilet orange, on en a vu, c'est étonnant à croiser. Mais il y a presque plus de ça, il n'y a plus du sanglier, avec d'autres pratiques de chasse, parce que quand on crame un gros bestiau comme ça, après, c'est d'autres pratiques de distribution. Mais j'ai l'impression que voilà, le discours sur les petites chasses, il n'a pas tendance à cacher ces évolutions que personne n'assume vraiment. Moi, je n'observe pas de fétichisation de ces petites chasses qu'on appelle juridiquement les chasses traditionnelles, puisqu'elles ont toutes été interdites ces dernières années, donc on ne peut pas dire qu'elles soient spécialement protégées. On a vraiment vécu là la disparition d'abord de la chasse au gluot en Provence. J'ai des étudiants qui ont travaillé sur les gluots, notamment la tendrie aux grives dans les Ardennes, la tendrie au vanneau dans les Ardennes. Alors avec à chaque fois vous avez des savoirs écologiques, des pratiques pour maintenir un milieu favorable aux oiseaux. Par exemple la tendrie au vanneau dans les Ardennes, quasiment pas étudiée. J'ai une étudiante qui était là-bas, il n'y avait rien eu avant, elle est interdite la pratique avant même d'avoir étudié. Donc c'était les personnes qui pratiquaient ça, c'était les derniers à maintenir des prairies humides dans ces vallées, dans les Ardennes. Pour attirer les vanneaux. Tout autour, les champs sont drainés, on cultive du maïs, donc d'anciennes prairies humides qui sont classées, zones protégées oiseaux, etc. Mais on ne prend pas assez de recul pour se dire la pratique là justement de capture, en fait, elle contribue à maintenir un milieu qui est favorable aux oiseaux. Donc là, elle est interdite, les gens ils vont vendre les terres, ils vont plus s'en occuper, il n'y a plus aucune raison d'entretenir tout ce qui est la mise en eau, c'est du travail quoi. Ils vont pas le faire juste comme ça pour faire plaisir à qui ça fait plaisir à personne, à part aux oiseaux. Donc on voit, il n'y a aucune fétichisation, non, il n'y a même pas d'études, vous voyez. On est vraiment les seuls à nous intéresser à ces pratiques et au savoir qu'elles véhiculaient et au type de milieu qu'elles entretenaient. C'était ça l'originalité de notre approche. Donc on a fait une étude de synthèse dans la revue d'ethnoécologie du Muséum d'histoire naturelle. On a été les premiers, en fait, à s'interroger sur la fonctionnalité écologique des pratiques. C'est-à-dire, pas juste combien ils font de déprédation chez les oiseaux, mais l'ensemble. Ce que font les chercheurs en Australie, en Amazonie, partout, il n'y a que chez nous que ça n'existe pas. J'ai été frappé tout à l'heure par les photos que vous avez montrées de femmes allaitant, en fait, des petits. Je n'ai jamais vu ça, en fait, auparavant, dans les ouvrages d'anthropologie. Enfin, je pense à Louis Strauss, par exemple, au recueil photographique de ses expéditions chez Lambécoira. Je n'ai jamais vu ces images-là. Est-ce que ça a un lien avec, sur le plan théorique, cette opposition quand même très forte dans l'anthropologie structurale entre nature, culture, cette opposition entre le sauvage et le domestiqué? Est-ce que
même visuellement, ces choses-là n'ont pas été photographiées, montrées, aperçues tout simplement. Alors Lévi-Strauss, il a fait des terrains assez courts et pas du tout exhaustifs. Hein. C'est pas un homme de terrain, c'est un grand théoricien, mais c'est pas un grand documentateur des modes de vie, surtout sur des thèmes où voilà, c'est vrai qu'on s'y intéressait assez récemment, où il y a eu une documentation très forte de ces pratiques en Amazonie. C'est Philippe Erickson, un Français, le premier, qui a fait une étude de synthèse là-dessus, qui a eu un retentissement international, et ensuite ça a été beaucoup étudié. Enfin, on s'est demandé pourquoi ces gens-là, d'un côté, ils tuent les animaux, et dans les mêmes espèces, ils vont en adopter, en apprivoiser, les traiter comme des enfants, leur faire des funérailles. Et Carlos Fausto, Philippe Descola ont travaillé là-dessus. Et il y a eu des études comparatives, plutôt d'anglo-saxons, au niveau mondial pour recenser tous les cas dans la littérature. Depuis les premiers voyageurs au XVIIIe siècle, XIXe siècle, et on en voit partout en fait. Donc ensuite, moi la question que je pose, c'est qu'est-ce que ça dit sur ce que c'est que l'humain en fait, par rapport à d'autres espèces. Ça dit beaucoup de choses, je pense. Si je peux oser un grand écart et dire que, voilà, parce que j'étais un peu dedans récemment, donc on sait qu'on peut lire en ce moment assez facilement là, les textes ou les manifestes donc des néo-réactionnaires américains, et ce qui meut, ce dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et on sent bien que dans leurs textes, en tout cas, ils sont dans un rapport. Si vous dites que les êtres humains, vous n'avez pas exactement dit le terme aujourd'hui, mais vous l'avez écrit, que les êtres humains seraient des prédateurs empathiques. C'est un très joli paradoxe, voilà, qui résume en tout cas les choses. Mais on sent bien que dans ces textes américains, voilà, où ces textes néo-réactionnaires, l'accent est mis avant tout sur une prédation extrême, en tout cas augmentée. On ne serait qu'au début donc, de la prédation, et la dimension empathique, en tout cas, n'a pas l'air d'être valorisée. Oui, c'est juste, je crois que c'est Elon Musk, non, qui dit l'empathie, c'est le plus grave défaut des humains. Il faut arriver à surmonter ça. Évidemment, c'est un contresens de toute la tendance récente de la science, de l'anthropologie évolutionnaire ou sociale, qui est, et en biologie, d'essayer de comprendre comment ça se fait qu'on est tellement altruistes, nous les humains. Aucune, même des conquêtes, des réalisations, même de Musk ou de Tesla n'existerait pas sans ce sens extraordinaire de la coopération des humains. Le capitalisme lui-même, il met en avant des valeurs de compétition, mais en réalité, il est fondé sur la coopération, le fait qu'on est capable d'accepter, de suivre un même objectif en équipe, de se faire confiance. Il n'y aurait pas de marché sans confiance. On ne croirait pas à la monnaie, on ne croirait pas aux engagements, aux promesses, aux devis. Tout cet univers, à certains égards violent, évidemment, destructeur, il reste malgré tout fondé sur l'extraordinaire capacité des humains à créer des alliances, des coopérations de plus en plus vastes. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs, ça va être des coopérations de quelques dizaines, quelques centaines d'individus, et puis souvent de la guerre avec les autres, avec les voisins. Au Moyen-Âge, à travers l'Europe, c'était dangereux de circuler sur des chemins seul. On avait peur en permanence. Donc le développement des États, du capitalisme, ça correspond à la massification en fait de la coopération et de la confiance sur des échelles nationales, continentales et maintenant intercontinentales avec la globalisation. Donc ça fait partie des paradoxes, oui, de cette modernité capitaliste, de ne pas se comprendre elle-même et de se théoriser de façon complètement fallacieuse, en mettant en avant, oui, la compétition plutôt que l'empathie, ou en mettant en avant l'individualisme plutôt que la dépendance. Jamais on a revendiqué autant d'autonomie de l'individu, et jamais nos individus n'ont jamais été aussi dépendants de structures qui les dépassent
largement pour se nourrir, pour se vêtir, pour se chauffer. On est absolument incapable d'assumer nos propres besoins seuls, donc on a zéro autonomie. Et pourtant, sur le plan idéologique, on revendique une autonomie de l'individu. Donc ça fait partie des nombreux paradoxes de la modernité. Bruno Latour avait cette formule, les modernes ont la langue fourchue. Ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est pas la même chose. Je crois comprendre que vous accordez une place importante aux religieux dans tous ces processus. Est-ce que vous pourriez développer un peu oui, c'est ma formation. Donc j'ai fait ma thèse et j'ai enseigné d'abord à la section des sciences religieuses de l'école pratique des hautes études, et j'ai travaillé sur le chamanisme d'abord, donc sur un sujet religieux. Et c'est ensuite que je me suis intéressé plus aux aspects économiques, matériels des rapports à l'environnement. Et il me paraît indispensable de prendre en compte les deux aspects, en fait. Et bien souvent, par la division du travail, la spécialisation dans la recherche, on va avoir des spécialistes du symbolique, de la mythologie, du religieux, et puis d'autres qui vont être spécialistes de l'économie, de l'alimentation. Même pour les sociétés très simples comme les sociétés du Paléolithique supérieur, vous avez des archéozoologues qui vont étudier la façon dont les gens s'alimentent, comment ils cassent la moelle des os, etc. Et puis d'autres qui étudient l'art rupestre, et les uns vont décrire un rapport à l'animal animiste, mythologique, et les autres un rapport qui maximise les protéines, l'énergie, d'une façon calculatrice comme un marchand moderne. Et il me paraît indispensable en réalité de fusionner ces différentes approches si on veut avoir cette compréhension globale de l'humain. Donc c'est ce que résume un peu la notion de prédateur empathique. L'empathie, c'est le religieux, c'est le fait que toutes les sociétés humaines, elles ont des rituels qui accompagnent la transmission des savoirs et les activités économiques qui sont destructrices, qui sont de la consommation. Eh bien, elles, par exemple les Indiens de Californie, ils cueillent des glands, ils vont faire une prière à l'esprit des glands, des chênes, pour favoriser la renaissance des chênes, etc. Là où j'ai travaillé en Sibérie, on tue un ours, mais c'est jamais que de la graisse et de la viande. On s'adresse à son âme, on va faire un rituel pour honorer son crâne et permettre la renaissance du crâne qui est support de l'âme de l'ours. Et prendre en considération ces deux aspects, c'est un peu difficile parce que ça paraît souvent contradictoire, mais c'est nécessaire en fait de comprendre, d'assumer cette contradiction. C'est le paradoxe du prédateur empathique. C'est un paradoxe, une tension, une déchirure qui est vécue par toutes les sociétés humaines, traitées diversement. On trouve des réponses diverses, mais c'est une déchirure propre qui est nécessaire d'aborder de façon la plus franche, honnête possible, complète, pour comprendre l'écologie des sociétés humaines. Oui, alors est-ce qu'il y a une rupture entre... moi, j'étais latiniste, helléniste, donc je connais bien ces pratiques, elles existaient dans les sociétés antiques. Est-ce qu'il y a une rupture avec les religions transcendantales actuelles? Enfin, est-ce qu'on ne trouve plus dans les religions, christianisme, tout ça, cette même empathie avec le monde, est-ce qu'il y a une rupture à ce moment-là? C'est des questions qui m'intéressent effectivement maintenant que j'entreprends des enquêtes sur le christianisme populaire. C'est trop peu étudié, je trouve, et souvent sur les questions écologiques, les philosophes nous donnent une version du christianisme qui ne correspond pas du tout à ce que les anthropologues connaissent. C'est-à-dire ils vont se baser sur la théologie, sur des phrases de la Genèse qui disent dominer le monde. Et donc on va avoir des explications des philosophes de l'environnement qui nous disent le monothéisme, c'est ça qui explique la catastrophe écologique. Philosophe de l'environnement ou même historien, c'est Lynn White, un médiéviste, qui dit le christianisme est à l'origine de la crise écologique. Mais en se fondant sur la théologie. Or pour les anthropologues, la théologie, c'est pas ça une religion. Les théologiens, c'est des penseurs, bon, mais une religion, il faut qu'il y ait un peuple derrière.
et qu'il y ait des pratiques populaires. Alors, dans les pratiques populaires, par exemple, si on prend les céréales, voilà la base de l'économie paysanne, il y a une célébration de l'âme des céréales dans les traditions populaires. Alors en Alsace, c'était particulièrement visible dans le monde germanique parce qu'il y a un enfant qui représente l'âme des céréales. Quand on fauchait un champ, une femme qui finit de faucher, elle va mimer un accouchement, elle donne naissance à un petit enfant qu'on amène là discrètement sous sa jupe et qui est traité comme l'âme du blé, qui est ensuite amené dans le village, à l'église. Ensuite, on forme une croix avec la gerbe, c'est gardé dans l'église et ces graines vont être ensuite mises dans les semences de l'année suivante, comme s'il s'agissait d'ensemencer spirituellement la semence. Ça, je l'ai vu pratiquer. Il y a ça chez nous dans le Perche, un village Coudray-au-Perche. Ça existe encore alors. Oui, Coudray-au-Perche, chaque année, il y a la fête des des laboureurs et des ouvriers, ça s'appelle. Donc il y a une grosse fête foraine et tout. Et puis dans l'église, il y a des petits sachets qui contiennent des graines de la moisson précédente, qui sont bénis et qui sont ensuite redistribués dans les nouvelles semailles. Ça, c'est très visible en Europe de l'Est. Il y a des poupées de moisson. Là, c'est carrément anthropomorphe. Hein. C'est un personnage en paille, en blé. On lui met un costume et tout. Ça représente l'âme des céréales. Donc, en fait, c'était bien connu dans l'ethnographie, dans l'anthropologie au début du XXe siècle. Marcel Mauss, les théoriciens, pour eux, c'était évident qu'il y avait un culte sacrificiel de l'âme des céréales et un respect, une sacralisation de la terre et des céréales chez les paysans européens. Et aujourd'hui, à la fois les pratiques ont disparu, en plus elles ont été oubliées par les théoriciens, qui vont nous donner une description de l'Occident hyper récente, qui a quelques décennies, quoi. Et en supposant que ça remonte au néolithique, ou au christianisme, quoi. Alors c'est l'inverse. Vous avez les fêtes des 4 temps... dans certains villages, ça existe encore chez nous dans le Perche, qui marquent les saisons, les fêtes d'érogation, tout ce qui est feu de Saint-Jean, feu de Noël, tout ça c'est vraiment lié au cycle du soleil, à la croissance des végétaux. Et ce sont des pratiques païennes en fait. Non, tout ça c'est chrétien. Vous dites considéré comme. Considéré, je ne sais pas par qui, mais moi quand j'interroge les gens, ils me disent, si vous n'êtes pas baptisé, ça ne va pas marcher. Si vous n'avez pas la foi, ça ne va pas marcher. Ils ne se considèrent pas du tout comme des païens. Mais c'est vrai que souvent, les savants, à partir du 19e siècle, on dit, ça, c'est païen. Pour moi, enfin, pour les anthropologues, c'est la même chose pour le bouddhisme. Hein. Il y a toujours des gens qui vont dire, ça, dans le bouddhisme, c'est païen, et ça, c'est vrai. Mais pour les croyants eux-mêmes, c'est la même chose. Il y a un seul bouddhisme, un seul christianisme, ou l'islam. On peut aussi dire, dans l'islam, ça, non, c'est païen. Mais bon, c'est comme ce qu'on disait, ça va être plutôt les wahhabites qui vont dire ça, non, c'est païen. Mais pour les croyants, c'est leur vie religieuse. Il y a plusieurs strates. Il y a des strates néolithiques, d'autres romaines, d'autres celtiques, d'autres plus récentes. Mais le monothéisme qui naît au Proche-Orient, quand il arrive en Europe, c'est plus le même. Pour moi, c'est une fusion. Le christianisme, c'est une fusion en Europe de traditions européennes locales liées au culte de la terre, de l'eau, et de traditions proche-orientales liées au ciel, au principe paternel du ciel, qui rencontre le principe maternel de la Vierge. Donc c'est ça qui fait le christianisme européen, qui est assez différent du monothéisme proche-oriental. Oui ? Merci pour la conférence. Je voulais rebondir sur la distinction que vous avez proposée entre réseau dense et réseau étalé, qui m'a fait penser à un des auteurs que vous avez cité tout à l'heure, à René Latour, oui. Puisque dans Nous n'avons jamais été moderne, vous vous souvenez sans doute que il propose une distinction entre réseaux courts et des réseaux longs, pour dire oui. En fait la seule vraie différence entre la modernité occidentale et que les anthropologues étudient traditionnellement, c'est que les réseaux modernes sont plus longs. Ouais. Et je me demandais si votre construction était en réponse à ça, dans la mesure où l'intérêt qu'elle me semble avoir, c'est qu'elle permet d'affiner en quelque sorte la distinction que fait Latour en montrant que la distinction n'est pas seulement entre des réseaux plus longs en extension et des réseaux plus courts en extension, mais que quelque part ce que les réseaux longs gagnent en extension, ils le perdent en intensité et en diversité du type de
lien possible entre humain et non humain. Oui, tout à fait. Il développe aussi ça dans La science en action. Et c'est un modèle très riche et très très frappant et qui fonctionne bien hein, sur le plan épistémologique. Hein, je pense que vous serez d'accord, lui ce qui l'intéresse, ce qui circule, c'est des informations dans ces réseaux. Et la science moderne, ce qu'elle a de singulier, c'est qu'elle accumule des informations qui vont venir des quatre coins du monde au moment des grandes découvertes, avec des cartographies qui vont permettre aux explorateurs d'explorer l'Amérique ou l'Océanie en accumulant les savoirs des explorateurs britanniques, flamands précédents, espagnols, et en mobilisant donc des réseaux très longs, alors que les autochtones, ils sont dans des résonances de savoir, courts, très locaux. Et j'ai pas tenté de le faire, mais une approche plus intégrative devrait associer ces réseaux de la tour avec les réseaux dont je parle, qui sont plus d'ordre alimentaire, et puis métabolique. Et il y a une imbrication entre tout ça, certainement. Aussi, ce que j'essaie de développer, c'est une histoire qui ne soit pas unilinéaire, qu'on n'ait pas juste un passage de résonance à des réseaux étalés, parce qu'il y a des soubresauts, il y a des à-coups, il y a des allers-retours. Je préfère une histoire buissonnante avec plusieurs formes. Donc, je crois me souvenir, la tour, oui, il s'intéresse à la modernité comme un phénomène unique. Mais là, ces réseaux étalés, ça peut décrire l'Empire romain, ça peut décrire les premières cités mésopotamiennes, ça peut décrire l'Empire inca. Il serait bon de s'ouvrir aussi aux phénomènes de superposition qui sont en fait monnaie courante entre des résonances locaux pour une part d'alimentation autonome et puis une part de la production pour des réseaux étalés, production commerciale. C'était le cas en France jusque dans les années 50, dans le monde rural. On n'était ni dans l'autarcie, ni dans l'exploitation purement commerciale, mais une superposition des deux. Et donc ce qui est frappant maintenant, c'est qu'on est quand même quasiment uniquement dans de la production destinée à l'exportation en France, et on sait les dégâts écologiques que ça implique, parce que c'est monoculture, traitement. Mais c'est assez récent, c'est pas intuitif. Ma fille me demandait à un moment, il y avait les moissons côté Perche ou Beauce, entre les deux, et quand on moissonne le blé, elle me dit, mais est-ce que ça arrive qu'un agriculteur il aille chez le boulanger pour acheter du pain? Pour elle, c'était pas pensable. Normalement, l'agriculteur, s'il a son blé, il doit avoir son pain. Et en fait, c'est devenu très rare. C'est les paysans boulangers, c'est plutôt l'exception que la règle. Mais c'est récent comme phénomène. J'ai encore une question. Un mot qui peut sembler pratique, mais qui est peut-être un mot valise aussi, mais c'est peut-être juste pour aussi un peu réagir à cette position théorique entre les monothéismes et le monde païen, peut-être. Il y a peut-être un mot qui peut être transversal, c'est le mot animisme. Ça voudrait dire qu'après avoir dit christianisme, on n'a rien dit. Après avoir dit islamisme, islam, pardon, on n'a rien dit. Car il y aurait sans doute un christianisme animiste, un bouddhisme animiste, un islam animiste, un judaïsme animiste. Et c'est peut-être ça où il y a comme un trait commun, ou une base continue, on pourrait dire, entre toutes ces religions. Oui, c'est vrai. Pour ce qui est du rapport aux céréales et sur des détails comme ça, par exemple un petit garçon ou une petite fille qui vont représenter l'âme d'un être vivant. Là, je le repère dans des rituels de l'ours très animistes en Sibérie. On a tué l'ours, son âme elle est représentée par un petit enfant. Je parlais des rituels alsaciens. Pareil, un petit enfant qui représente l'âme des céréales. En Afrique, dans les récoltes du mil, vous avez un petit enfant qui représente l'âme de la récolte. Ça existait en Asie du Sud-Est. Donc dans des systèmes par ailleurs religieux, sociaux, complètement différents, on va retrouver des aspects animistes.
Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il faut s'intéresser que à ça, quoi. Il y a aussi le monde, pour reprendre les termes de Descola, analogiste, qui a une grande importance, et pour comprendre les rituels religieux en Occident, par les éléments, l'eau, le feu, l'air. Voilà, c'est moins animiste, mais ça vous intègre dans un cosmos. Et là, pour comprendre la notion de création, puisqu'on parlait du christianisme, la notion de création renvoie là plutôt à quelque chose de global, de hiérarchisé, d'intégratif, qui fait que chaque être vivant a sa place, est nécessaire. Donc là, c'est plutôt une pensée analogique. Par exemple, on peut penser au rôle du loup dans les sociétés paysannes. Avec les philosophes vont avoir tendance à dire il y a un antagonisme radical entre l'ontologie paysanne et le loup. En réalité, récemment, oui, mais en fait, non. Il y avait encore au XIXe siècle des offrandes des paysans au loup, des mythes qui racontent comment le loup a eu le rôle qui est le sien parce que les humains avaient laissé des brebis, ils avaient plein de brebis que Dieu leur avait données, ils les ont laissés entrer dans les champs de blé et les brebis mangeaient du blé. Ça c'est sacrilège, donc ils ont été punis. Dieu a envoyé le loup pour garder les brebis. Et le loup a été le premier gardien des brebis. Il est le premier chien de troupeau, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des rituels paysans anciens en France qui imploraient le loup pour demander une bonne moisson. Parce que le loup étant gardien des brebis, il protège le blé. C'est très écologique comme pensée. Ça veut dire qu'on comprend le rôle de régulateur du prédateur par rapport aux herbivores pour protéger les végétaux. Et tout ça, c'est dans une conception du monde comme une création, c'est-à-dire un ordre, un cosmos, dans lequel chaque être a sa place. Il ne peut pas être question de supprimer, d'exterminer le loup. Il a son rôle qui lui a été donné par le Créateur. Donc ça aussi, voilà, il y a l'animisme, il y a aussi les aspects analogistes, au sens des Descola, rapport entre microcosme, macrocosme, hiérarchie, complémentarité, qui sont intéressants pour comprendre une écologie religieuse traditionnelle. À un moment, je me rappelle, je ne sais pas si c'est un ouvrage sur le chamanisme de Huxley, avec Narby, il a fait. Oui. On parle du fait de se réveiller, donc dans le rêve. Je ne sais plus lequel ethnie il s'agit en Amazonie, qui rêve le fait de se transformer en jaguar, le fait de se transformer en jaguar ou en aigle ou même en plante, alors que les plantes elles-mêmes, elles sont dangereuses parce qu'elles se rêvent en humain. Et donc il y a l'interaction entre les deux modes de rêve qui dites par les humains, parce que les plantes, ou bien une plante, peut-être que c'est une plante qui parle par la bouche d'un humain. Donc cette idée d'égalité, d'imaginaire entre un aspect de la création et un autre aspect de l'aspect humain. Tout à fait, oui. Donc c'est ce que les anthropologues amazonistes ont appelé le perspectivisme amazonien, je pense. Le fait que souvent les jaguars se voient eux-mêmes comme des humains et voient les humains comme des pécaris qui vont chasser, comme des sangliers. Et donc une réversibilité des points de vue qui entraîne une instabilité, une absence de hiérarchie. Ça, c'est fort différent d'une conception chrétienne où il y a une hiérarchie. Là, évidemment, l'humain défend quand même sa position, va se défendre, se battre contre le jaguar, essayer de dominer les espèces gibier, mais dans ces conceptions, dans ces mythologies, les positions sont réversibles. Et le prédateur peut devenir proie, et les proies se voient elles-mêmes comme des humains, voient les humains comme des esprits cannibales. Le jaguar, quand il boit du sang humain, il a l'impression de boire de la bière. Et voilà, donc c'est des conceptions qu'on retrouve également en Sibérie, qui fait que l'ours se voit lui-même comme un humain, et quelquefois il arrive qu'un humain va se perdre dans la forêt, rencontrer des gens un peu bizarres qui l'accueillent chez lui, etc. Il découvre leur maison, il vit avec eux, il se marie,
Puis des fois, les humains disent, bon, allez, on va voir les gens d'en bas, on va mettre nos fourrures. Ils s'habillent, et en fait, c'est des ours. L'humain comprend qu'il a vécu chez les ours, mais de leur point de vue. Et de leur point de vue, c'est des humains. Merci. Merci.